Hello les amis. Je suis contente de reprendre mon micro aujourd'hui parce que j'ai eu quelques jours un peu difficiles. Du coup, j'ai pas pu publier quoi que ce soit et là, je reviens avec un podcast qui est un peu différent de ce que je partage d'habitude et ça me fait plaisir parce que du coup, pour une fois, c'est pas un podcast où je te raconte ma vie, c'est un podcast où je te partage ce que les anciens m'ont transmis. Et c'est ce que je préfère faire malgré tout. Donc voilà. Avant-hier, je crois que c'était, les anciens, ils m'ont montré quelque chose qui a vraiment profondément changé ma façon de comprendre ma santé et ma guérison. Parce que du coup, je te raconte un peu ma vie quand même. Si t'as pas écouté les épisodes précédents, je suis donc dans un état de santé qui est pas optimal. Sans entrer dans le détail, ça fait longtemps que ça va pas bien. Et je fais tout un travail de guérison avec les anciens. Et ce travail de guérison, il a commencé. C'est pas qu'il ait commencé, mais c'est-à-dire que j'ai pris conscience de l'effet sur ma santé du travail qu'on faisait avec les anciens sur mes croyances limitantes. Ça a commencé comme ça. Et du coup, je me suis confrontée à certains moments à des paliers sur lesquels je comprenais pas pourquoi je n'avançais pas dans ma guérison physique, alors que je pensais avoir fait le travail nécessaire au niveau de ma psyché, de mes croyances limitantes. Enfin voilà, c'est dans le cadre de toute cette réflexion-là et de tout ce travail-là que ils m'ont transmis cette information. Et donc je vais t'expliquer ce qu'ils m'ont transmis, c'est super intéressant. Ils m'ont expliqué que quand la médecine moderne s'est développée, la médecine occidentale, on va dire, elle a complètement occulté l'impact des émotions sur la santé physique. En fait, elle a observé les symptômes et leur répétition à l'échelle d'un groupe humain, on va dire, comme étant la source du problème à résoudre, un peu comme si on avait confondu la cause et l'effet. En fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que les maladies qu'on observe sur l'humanité entière, ou sur certains groupes de grande envergure, on va dire, y compris les épidémies, sont le reflet des croyances que nous partageons, nous les humains, qui façonnent notre identité, notre façon de voir la vie, notre façon de nous expliquer la vie, tout ça. Et que c'est notamment pour ça qu'on retrouve par exemple les mêmes maladies dans les familles, ou dans certains groupes ethniques qui partagent la même culture, des choses comme ça. Et donc ça peut se vérifier aussi à l'échelle mondiale, voilà, quand par exemple on a eu l'épisode Covid, typiquement on était là-dedans, quoi. Ou d'autres épidémies qu'on connaît de l'histoire, hein, c'est pas spécifiquement, enfin c'était juste un exemple, quoi. En fait, donc, ce que m'ont expliqué les anciens, c'est que derrière chaque maladie, il y a une croyance, ou plutôt un ensemble de croyances, qui rendent la maladie possible, et même qui l'entretiennent. Comment dire ? Ouais, c'est ça. Derrière chaque croyance, il y a une souffrance ou un déséquilibre auquel on a essayé de donner du sens en construisant cette croyance. Je te fais enfin c'est très simple expliqué comme ça, c'est assez simpliste aussi parce qu'en vérité c'est beaucoup plus complexe et subtil dans le sens où il y a aussi des choses qui se superposent au fil du temps, au fil des époques, au fil des compréhensions qu'on a de la vie et surtout au fil de la façon dont on s'explique les choses. Le point de vue qu'on adopte collectivement sur les phénomènes observés et l'explication qu'on leur donne. Et donc en plus de ces croyances qu'on construit à l'échelle de l'espèce humaine au fil de l'histoire et tout ça, on a aussi en plus construit des croyances qui définissent quelles sont les maladies qu'on peut guérir et quelles sont les maladies qu'on peut pas guérir. Et du coup, c'est comme des autorisations ou des interdictions que tout le monde garde inconsciemment, comme étant des vérités, des convictions, voilà. Et c'est pas que ce soit faux, c'est juste que
C'est vrai seulement si on se limite aux méthodes de la médecine moderne, de ce qu'on a décidé qui était la vraie médecine, la plus efficace, etc. Mais si on y ajoute une recherche sur la véritable cause de la maladie, c'est-à-dire la cause émotionnelle ou idéologique, je sais pas si c'est le mot juste. Ouais, on va dire ça. Et ben du coup, ça ouvre des possibilités supplémentaires de guérison. Donc c'est pas anodin. Donc les anciens m'ont expliqué rapidement ce qui se produit dans le corps et qui permet la maladie. Bon, pour comprendre, en fait, ça suppose déjà d'accepter l'idée que notre corps réagit à ce qui se passe dans notre conscience et que même notre corps est le reflet de ce qui se passe dans notre conscience. Ça, c'est déjà une idée qui est pas forcément acceptée par tout le monde. Et pourtant, ça semble être la vérité. Pour moi, c'est la vérité. Et je pense que pour plein de gens, c'est la vérité. Et même, on a déjà constaté qu'il y a des effets... l'effet de l'état émotionnel d'un patient, d'un malade sur sa guérison, les scientifiques sont d'accord pour dire qu'il y a un effet concret. Et dans les services hospitaliers où on gère des malades de longue durée, souvent, et même pas forcément d'ailleurs, mais souvent, plus dans ces services-là, ou dans les services de soins palliatifs, etc., il y a beaucoup plus d'attention qui est portée à ce côté émotionnel dans le processus de guérison du patient. Bref. Et donc, quand on a ce que donc les anciens m'ont expliqué sur le fonctionnement, enfin comment nos pensées finalement, nos croyances ou ce qui se passe dans notre conscience influence le fonctionnement de notre corps, ils m'ont dit que quand on a donc une certaine croyance donc est une sorte de conviction selon laquelle on vit, qu'elle soit négative ou positive, elle produit un ensemble de réactions électriques, chimiques, enfin bref, physiologiques, qui va transformer à chaque instant la façon dont le corps fonctionne à un niveau microscopique, qui va finir par se constater à un niveau plus visible, visible à l'œil nu, quoi. Donc par exemple, ça va affecter le rythme ou l'efficacité du renouvellement cellulaire, la régularité du rythme cardiaque, la circulation lymphatique, les processus de digestion et d'assimilation des nutriments, les mécanismes neurologiques, l'efficacité du système immunitaire et le fait, par exemple, que le système immunitaire s'attaque à nos propres cellules, etc., etc. Tout un tas de mécanismes dont on n'a pas conscience et qu'on remarque uniquement une fois que le dysfonctionnement a pris des proportions suffisamment visibles ou sensibles, enfin tangibles, enfin voilà, quand on commence à avoir mal en gros, ou qu'on remarque une grosseur quelque part, ou que, enfin, finalement, ce qu'on considère comme étant des symptômes, c'est comme pas la dernière, mais une étape déjà très avancée du processus de transformation initié par nos croyances. Voilà. Et parce qu'en réalité, cette transformation se fait de manière vraiment insignifiante et invisible pendant des années au fil de ce qu'on considère comme étant juste par rapport à ce qu'on pense de la vie, à ce qu'on pense de soi-même. Et quand je parle des pensées, alors en fait, les pensées qui passent, bien sûr qu'elles ont une action sur notre physiologie. On le sait par exemple parce que si tout d'un coup on a peur, on va la ressentir cette peur physiquement. Donc voilà. Mais si cette peur, elle est balayée par justement des croyances qui sont des convictions qui nous disent qu'elle n'a pas lieu d'être et qu'elle n'est pas réelle, qu'on n'est pas en danger, eh bien cette réaction physiologique, elle s'évacue, elle est remplacée par une autre réaction qui correspond à la réassurance et donc à un retour à l'équilibre. Donc, imaginons dans une journée, on a toutes ces pensées qui nous traversent, à chaque fois on a une réaction de notre corps qui est différente, qui est plus ou moins perceptible, et au final, c'est la totalité de toutes ces pensées-là qui va faire
la façon dont notre corps se comporte et se modifie. Donc voilà. Mais du coup, le but c'est pas de dire qu'il faut absolument penser positif tout le temps, ça n'a rien à voir. C'est simplement essayer de faire en sorte d'être dans un état d'esprit, y compris jusque dans notre inconscient, qui soit suffisamment propice à la vie. Je vois pas d'autre manière d'exprimer ça, mais en tout cas pour l'instant. Ce qui se passe en fait avec nos croyances, ce que j'appelle nos croyances, c'est qu'elles sont vraiment implantées de manière très profonde dans notre psyché, de telle sorte qu'on n'y pense même pas. C'est vraiment juste comme un système de navigation automatique. Et du coup, on se rend beaucoup moins compte de l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre corps, alors que quand on a des pensées plus, on va dire, plus superficielles, plus réactionnelles par rapport à ce qui se passe autour de nous, on va pouvoir ressentir des émotions, du coup, en rapport avec ces pensées qui sont plus superficielles, qui vont nous faire percevoir qu'il y a une réaction physiologique qui accompagne la pensée. C'est exactement le même processus avec nos croyances, mais juste on s'en rend pas compte, soit parce que la réaction n'est pas assez perceptible par nos sens, on va dire, pour qu'on s'en rende compte, soit parce qu'on est trop habitué à ce qu'elles nous font ressentir, parfois depuis la naissance et même depuis la vie intra-utérine. Du coup, on ne perçoit pas du tout qu'elles puissent, quel effet elles ont sur notre corps, notre santé, et voire même notre état émotionnel. On ne fait pas le lien forcément. Donc c'est vraiment ouais, notre système de navigation par défaut, et parfois depuis des générations. Et c'est comme ça que des croyances individuelles peuvent devenir des croyances collectives à l'échelle d'un groupe humain plus ou moins large, que ce soit une famille, un village, une ville, pourquoi pas un pays. Évidemment, c'est pas que comme ça que se construisent les croyances collectives. Il y a aussi l'influence des personnes de pouvoir qui, au fil de l'histoire de l'humanité, ont influencé les croyances collectives. En disant voilà, cette chose-là, c'est comme ça que ça doit être vu, c'est comme ça que ça doit être fait, et comme c'est une personne d'autorité, tout le monde l'écoute, tout le monde la croit, et ça devient une conviction collective, et ça influence du coup le fonctionnement physiologique de tout le groupe qui croit à cette chose-là. C'est très simpliste ce que je raconte, hein, mais en gros c'est ça le processus. Donc il y a les croyances individuelles et les croyances collectives, et les deux ont un impact sur la façon dont notre corps se développe et évolue tout au long de la vie. La bonne nouvelle, c'est que ça veut dire qu'il n'y a aucune maladie qui est réellement létale. Il y a toujours une possibilité de guérir, mais pour ça, il faut réellement comprendre les mécanismes de la guérison, et aussi savoir comment s'y prendre. Et c'est là qu'on a un problème, parce que on n'a pas encore assez de connaissances sur cet aspect-là de la guérison, pour activer les bons leviers de manière suffisamment efficace. Personne ne sait vraiment comment ça marche, et même s'il y a des scientifiques qui ont constaté des choses ou qui étudient la question d'un peu plus près, c'est pas le genre d'idée qui est suffisamment considérée comme raisonnable pour qu'on s'y penche vraiment. Et puis en plus, on est quand même plus intéressé par le profit que par le bonheur dans le monde dans lequel on vit actuellement, parce que on croit encore que le profit est ce qui nous apportera le bonheur, et que c'est pas possible pour tout le monde d'être heureux. Et ça, pour le coup, c'est une énorme croyance collective qui est très puissante, même auprès des personnes qui essaient de penser autrement, et j'en fais partie. Il y a toujours une part de soi où on se dit que c'est pas possible. C'est vraiment, ouais. Oui, un exemple de croyance collective très très forte qui imprègne beaucoup de monde. Après, je ne sais pas dans quelle mesure cette croyance-là influence la santé des gens et ce qu'elle provoque, si ce n'est peut-être le fait que c'est pas possible d'être parfaitement en santé, par exemple, sans passer par des traitements chimiques. Ça aussi, c'est une croyance. Mais bon, c'est un exemple.
Et c'est pas parce que on a ces croyances-là collectivement que on peut pas construire autre chose ou faire différemment. Parce que ce qui compte, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que on n'a pas besoin. Je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, je suis pas très sûre, mais on n'a pas besoin d'avoir que des croyances positives ou de n'avoir aucune croyance négative. C'est plutôt que les croyances positives doivent être présentes. Comment dire ? Elles doivent être plus présentes et plus nombreuses que les croyances négatives. Si je l'ai un peu dit tout à l'heure quand je parlais des pensées qui nous traversent et de comment ça agit sur notre corps et de manière très fugace parfois et d'autres fois de manière plus prolongée selon comment on arrive à s'apaiser ou pas. Mais voilà, c'est ça en fait. Quand je dis quand je dis croyance, c'est vraiment le système de navigation automatique qui va faire qu'on va s'apaiser ou pas face à une pensée qui est plus superficielle, qu'elle va avoir de l'importance ou pas pour nous, et que du coup, elle va venir alimenter la croyance, ou la croyance va la soutenir et la rendre plus importante, ou alors elle va vraiment passer dans notre esprit et rester sans importance, et à ce moment-là, son impact sur nous sera nul. Sur notre santé, je veux dire. Donc par rapport à ce qu'il nous faut pour guérir, moi je pense que on a besoin de la médecine moderne, on a aussi besoin de la médecine énergétique et on a aussi besoin du travail psychologique, je vais l'appeler comme ça, qui nous permet de prendre conscience de certaines choses, de la façon dont on s'est construit et de remettre en question nos mécanismes de pensée. Je trouve qu'on a vraiment besoin de ces trois aspects-là parce que tout simplement, c'est ce qui nous compose. On est des êtres multidimensionnels. On a donc, pour résumer, ces trois dimensions, corps, esprit, énergie, qui nous composent. Et donc, ça me paraît logique qu'on ait besoin, pour guérir, de techniques, au pluriel, qui s'appuient sur ces trois dimensions, qui s'occupent de ces trois dimensions, en même temps. Pas juste le corps, ou juste l'esprit, ou juste l'énergie. Les trois ensemble. Pour moi, c'est vraiment ça le secret. Donc, vous voyez bien que, parlant de guérison énergétique, par exemple, ou de travail psychologique, ça n'est pas pour dire que il faut arrêter son traitement et ne compter que sur l'esprit pour guérir. C'est pas non plus la solution, quoi. Par contre, il y a des traitements très lourds au niveau chimique, au niveau physiologique, qui peuvent peut-être être évités en ajoutant aux techniques de guérison, pas aux techniques de guérison, mais aux soins allopathiques, une dimension psychologique et énergétique, je pense. Je suis pas spécialiste ni de médecine allopathique, ni de psychologie. Énergétique, on va dire un peu plus, mais bon, je lance juste des idées, je suis pas en train de dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire de sa santé. C'est vraiment juste pour explorer une autre façon de voir les choses, pour envisager une façon de guérir un peu différente. Et peut-être plus efficace. Donc moi, ma conviction, c'est que la remise en question de nos mécanismes de pensée sociétaux est fondamentale si on veut se libérer de la souffrance. Et je pense vraiment que c'est possible de se libérer de la souffrance. Peut-être pas de manière immédiate comme on a tendance à vouloir le penser. Et c'est peut-être ça qui fait qu'on n'y croit pas d'ailleurs. C'est que on n'a pas conscience que on est parti dans un espèce de mouvement collectif mondial au niveau de la conscience qui produit certains dysfonctionnements, et on ne voit pas que ça n'est pas être heureux ça n'est pas forcément aussi, ça peut pas être aussi immédiat que ce qu'on voudrait. Voilà. Il nous faut un certain temps pour arrêter certains mécanismes collectifs, et pour que du coup le bonheur soit possible à plus grande échelle. Je sais pas si j'arrive à retranscrire ce que j'ai dans la tête, mais voilà.
Mais ce qui me taraude depuis quelques jours, qui me reste en tête depuis quelques jours, c'est à quel point on est complètement ignorant du fait que c'est nous-mêmes qui décidons de nos conventions sociales et des croyances qui y sont associées. Il n'y a pas un ordre divin ou je ne sais quelle autorité supérieure qui a décidé de ce qu'on avait le droit de faire ou pas. Nous, les humains, avons construit des autorités humaines qui décident de certaines choses, mais ça reste un choix humain. C'est à nous de décider, en fait. Je sais pas comment dire. Et même si certaines règles et certaines normes sont justes à appliquer, parce qu'elles nous garantissent une certaine harmonie, une certaine... voilà, je pense pas que ce soit bon de se reposer à ce point sur les anciens systèmes, sur ce qui a déjà été fait, et qui semblait fonctionner à une certaine époque, et de ne jamais remettre en question l'ordre établi, et de ne jamais remettre en question on a toujours fait comme ça, ce genre de choses. Parce que aucun système n'est parfait, et que les choses ne peuvent pas s'améliorer si on les remet pas en question, si on les remet jamais en question. Il y a quand même énormément de règles qu'on a décidées en tant qu'humanité, qui nous enferment, et qui sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on a toujours vécu dedans, c'est ce qu'on a toujours connu, et du coup on oublie que ce truc-là, à la base, c'est une création humaine, et on voit plus la corrélation qu'il peut y avoir entre ces systèmes qui nous enferment, ou ces pensées, ou ces croyances qui nous enferment, et notre état de santé physique et mentale. Donc oui, il y a des tas de politiques de santé qui se veulent plus ou moins vertueuses selon le profit qu'il peut y avoir derrière, qui essayent on va dire, en tout cas, au moins en surface, d'arranger les choses pour le collectif, mais en réalité, ça ne marche pas tant qu'on reste cantonné à des choses qu'on ne remet jamais en question et qu'on considère comme étant des vérités immuables et figées. Enfin voilà, la vie elle-même ne peut pas être figée à ce point. Donc à un moment donné, il va falloir qu'on se réveille en tant qu'humanité là, tout le monde, qu'on se réveille et qu'on comprenne que on ne peut pas changer les choses sans changer les choses. Si on continue à se dire massivement « Ah bah c'est comme ça, on n'y peut rien », et ben rien ne changera en fait. Donc ça veut pas dire pour autant que il faut faire des grosses révolutions et tout changer du jour au lendemain, c'est pas possible. On est... comment dire... on a cet état d'esprit qui fait qu'on aime bien quand les choses ne changent pas. Parce que sinon ça fait peur. Et du coup, ça veut dire qu'on peut pas du jour au lendemain décider de tout faire différemment. Ça va choquer tout le monde, ça va faire du mal plus que du bien. Donc ça n'est pas une solution. Ce serait beaucoup trop violent et ce serait même pas possible en fait. Par contre, si au niveau individuel, chaque personne qui souffre trouve quelque part l'information que cette souffrance n'est pas inévitable ou n'est pas une fatalité, mais qu'elle prend sa source dans une façon de penser et donc d'agir qui se révèle toxique pour sa propre santé, si chaque personne commence à avoir les choses sous cet angle et commence à chercher comment faire autrement, comment voir autrement, comment penser autrement, comment agir autrement, et ben progressivement, je pense que ça peut changer les choses pour tout le collectif. Après, voilà, chacun son rythme d'évolution, chacun, y a pas de, enfin, moi je crois pas, enfin, comment dire, je suis devenue très patiente concernant l'humanité quand j'ai compris à quel point on était victime de nos propres systèmes, de nos propres prisons qu'on s'est créées au fil de l'histoire, sans se rendre compte que c'était des prisons. Et comment ça, ouais, je suis plus dans, il y a une époque où j'étais dans un état d'esprit, je me disais, oh, les gens ils exagèrent quand même, ils devraient se rendre compte que, ou ce genre de façon de voir les choses. Maintenant j'ai plutôt une énorme compassion pour les gens. Je l'ai toujours eu, mais elle est encore plus importante aujourd'hui, que j'ai compris à quel point c'est
je peux pas dire impossible, mais c'est très difficile quand on a toujours grandi dans un même système de se rendre compte que le système est pervers, nous enferme, nous empoisonne. C'est hyper dur. C'est un peu l'histoire de la grenouille dans sa casserole d'eau bouillante, quoi. Je sais plus d'où ça vient, je crois que c'est une espèce de fable bouddhiste ou quelque chose comme ça. Une espèce de comparaison entre une grenouille qu'on mettrait dans une casserole d'eau bouillante qui pourrait tout de suite s'en échapper, et une autre qu'on met dans une casserole d'eau froide dont on augmente la température progressivement et qui ne se rend pas compte qu'elle est en train de mourir, en fait, que ça va la tuer. L'humanité, c'est un peu ça. On est dans des systèmes que nous-mêmes, on a construits, et on est tellement nombreux, et ça fait tellement longtemps qu'on vit dedans, qu'on se rend pas compte que c'est ça qui nous empoisonne. On cherche la cause ailleurs, et on se rend pas compte que, à la base, il faut juste changer de façon de faire, quoi. Bref. Tout ça pour dire, à tous ceux qui sont malades, gardez espoir. Il y a vraiment des possibilités de guérison, des solutions pour guérir. Et moi, bon, ma façon à moi de naviguer au milieu de tout ça, sans en ouvrant grand les fenêtres, on va dire, en m'offrant la possibilité de voir les choses autrement que ce que la réalité tangible me présente, c'est cette reliance avec les anciens, le fait d'être connecté avec eux, qui me permet d'avoir un champ de vision plus large et des interprétations de la réalité un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de penser. Et j'insiste sur le terme habitude, parce que même la façon dont la science évolue nous montre bien que les certitudes qu'on peut avoir à une certaine époque, les interprétations des faits de la réalité qu'on a à une certaine époque peuvent évoluer dans le temps en fonction de la façon dont on est capable d'observer les choses différemment. Il y a des tas de certitudes scientifiques qu'on pouvait avoir à une certaine époque qui ont évolué au fil du temps. Par exemple, l'histoire de la Terre plate, là, voilà, maintenant on sait qu'elle est ronde. Il y a peu de gens, il y en a quand même un petit peu, mais il y a peu de gens qui remettent ça en question parce que maintenant on en est sûr. Et ben c'est pareil pour tout, en fait. Il y a des tas de choses sur lesquelles on est certain aujourd'hui. Dans un siècle ou deux, on n'en sera pas du tout au même endroit, et on n'est pas obligé d'attendre un siècle ou deux, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que individuellement, on a déjà accès à la possibilité de voir les choses différemment, sans avoir à chambouler tous les systèmes du jour au lendemain, en s'ouvrant à cette communication avec l'invisible, et du coup en percevant un autre point de vue sur la réalité dans laquelle on vit. Voilà, c'était donc mes pensées du jour, et ça me donne personnellement beaucoup d'espoir par rapport à ma guérison, parce que même si j'étais assez certaine que je pouvais guérir en impliquant dans mon processus de guérison cet aspect spirituel, énergétique, j'avais quand même encore des doutes sur l'issue de tout ça, et j'en ai de moins en moins. À la lumière de ces informations que les anciens m'ont transmises, j'en ai de moins en moins. Donc après, voilà, moi j'ai pas de solution à vous apporter, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est juste essayer de réfléchir les choses différemment, essayer de voir ce qu'on peut apporter en plus de ce qu'on fait déjà pour sa santé, à commencer par vérifier est-ce que les choses auxquelles on croit sont vraiment soutenantes, sont vraiment positives et sont vraiment propices à la vie. Parce que être en bonne santé, c'est juste être en vie, je crois. Être pleinement en vie. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Et puis, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écouté. À la prochaine.